Parmi les outils que nous avons à notre disposition pour aider nos patients à mieux comprendre leur relation avec la nourriture, il y en a un qui suscite à la fois curiosité et controverse, c'est le journal alimentaire. Si son utilité dans le suivi nutritionnel général est reconnue, qu'en est-il de son rôle auprès des personnes suivies pour des troubles du comportement alimentaire? Comment le mettre en place auprès de ses patients? Quels peuvent être les freins? Dans cet épisode, nous recevons Erika Fournel, diététicienne spécialisée dans l'accompagnement des patients souffrant de TCA. Et on va donc, avec elle, explorer la question de l'utilisation du journal alimentaire dans ce type de suivi. Allez, c'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour Marion, bonjour Erika. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients. Bienvenue Erika sur Entre deux patients. Alors, si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez qu'on a parlé justement du sujet du journal alimentaire et de son importance dans le suivi nutritionnel. On a reçu pas mal de retours positifs par rapport à cet épisode. Vous avez été super nombreux à exprimer votre intérêt par rapport à ça pour les informations plus spécifiques sur l'utilisation du journal alimentaire dans des situations, dans des contextes un peu plus particuliers. Et aujourd'hui, nous répondons à votre demande, à la question que je me posais aussi à la fin de cet épisode, concernant un sujet qui est très important pour nous en tant que diététiciens indépendants. C'est l'accompagnement des patients souffrant de troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. Et donc, pour aborder ce sujet très spécifique et délicat, on avait envie d'accueillir quelqu'un dont c'est la spécialité. Donc, aujourd'hui, on accueille Erika Fournel, donc diététicienne libérale basée à Versailles et en ligne. Erika a une double casquette de diététicienne et instructrice de pleine conscience. C'est une diète passionnée, engagée, spécialisée donc dans l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est aussi une grande source d'inspiration pour nous. Donc, si vous ne la suivez pas encore, on vous encourage à aller regarder ce qu'elle propose sur son compte Instagram, sur son site internet, sur son blog, puisqu'elle y partage son savoir et ses expériences. Donc, on est ravis aujourd'hui de t'accueillir, Erika, de pouvoir discuter avec toi de l'utilisation du journal alimentaire dans le suivi et l'accompagnement des patients qui souffrent de TCA. On va essayer de mettre peut-être en lumière dans cet épisode les bonnes pratiques autour de l'utilisation du journal alimentaire, les précautions aussi à prendre dans certains cas et comment cet outil-là, il peut jouer un rôle positif dans le parcours de soins de ces patients spécifiquement. Merci Marion et merci Alice pour cet accueil super chaleureux. J'en profite d'ailleurs pour partager une petite anecdote. Moi, le podcast Entre deux patients, j'avais commencé à l'écouter au moment du confinement alors que j'étais en train de me projeter dans mon activité libérale et c'était à l'époque une vraie bouffée d'oxygène, vraiment une porte ouverte vers notre métier. Donc, je suis vraiment honorée et ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour partager ce moment. Donc, merci pour cet accueil. Avec grand plaisir, Erika. On est très heureux aussi de te recevoir. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui découvrent soit via YouTube ou via une application de podcast, nous avons créé en fait en 2020 cette chaîne YouTube de podcast Entre deux patients à destination des diététiciens francophones pour échanger sur nos pratiques, répondre à vos questions, partager des astuces de consultation et évidemment faire pétiller votre quotidien de diététicien. Alors moi, c'est Élise, je suis diététicienne indépendante et depuis plus de 4 ans, j'ai développé avec mon mari Nicolas des formations en ligne pour diététiciens indépendants, diète en transition, afin d'aider tous les diététiciens à être vraiment heureux, confiants, épanouis dans leur job, dans leur activité professionnelle. Nous avons ici actuellement une formation qui s'appelle Consultation au top, qui est vraiment axée sur le contenu des consultations à proprement parler, et une autre formation qui s'appelle Réseau au top, qui là, on aide vraiment les diététiciens à développer leur activité en libéral. Par ailleurs, nous vous offrons une formation email gratuite pour vous aider à augmenter l'engagement de vos patients et à améliorer votre pratique.
pour avoir des patients qui suivent vos conseils, qui sont satisfaits de leur suivi et qui vont ainsi permettre de réduire vos abandons en cours de suivi. Et vous découvrirez aussi au sein de cette formation de nouveaux outils qui sont l'activité thématique des 10 clés et le cadran d'auto-évaluation. Alors, cette formation gratuite s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à vous inscrire maintenant sur dièteentransition.com/réussir. Je vous mettrai le lien en description. Et moi, c'est Marion, je suis diététicienne et donc j'ai créé le logiciel Mon Suivi Diète pour les diététiciens. Donc, Mon Suivi Diète, c'est à la fois un logiciel de gestion de consultation, mais aussi une application patient, donc sous la forme d'un journal de bord qui va accompagner en fait le patient tout au long de son suivi. Donc, le sujet du journal alimentaire, je m'y penche dessus et c'est quelque chose que j'ai un peu creusé. Si à l'issue de cet épisode, vous avez envie de tester mon suivi diète, en tout cas d'en savoir plus, pour pouvoir offrir à vos patients un journal alimentaire digitalisé entre les consultations, je mettrai le lien en description. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une démo et vous pouvez aussi tester le logiciel en vous inscrivant directement sur le site Mon Suivi Diète. Vous avez 15 jours d'essai gratuit pour tester avec vos patients. Mais donc, on va revenir à notre épisode du jour. Alors, Erika, j'ai fait une brève présentation de toi, de ton parcours, mais peut-être que je vais te laisser te présenter un petit peu plus, sachant que tu es une jeune diète, que ça fait pas très longtemps que tu es diplômée. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est que, enfin, on avait envie que tu nous expliques peut-être un peu ça. C'est le fait que tout de suite, finalement, tu te sois formée à la prise en charge des patients souffrant de TCA. Est-ce que tu avais dans l'idée, en étant diète, de t'orienter tout de suite vers ces prises en charge? Est-ce que c'est en rencontrant tes premiers patients que tu as eu besoin de te former à ça? Comment c'est venu cette spécialisation? Oui, alors en jeune diète, effectivement. Donc là, je suis dans ma 4e année, en tout cas en tant que diète libérale. Et en fait, j'ai très vite réalisé au début de ma pratique que derrière chaque demande, même la demande la plus classique, si je puis dire, se niche en fait une souffrance dans la relation au corps, la relation à l'alimentation. Donc au début, j'avais plutôt des patients qui avaient un rapport troublé à l'alimentation sans avoir de TCA sévère parce que j'étais pas moi-même formée à ça. Je me suis très rapidement formée, notamment à la thérapie d'acceptation et d'engagement, à la pleine conscience, pour accompagner mes patients. Mais comme j'ai très vite ressenti justement ce besoin d'aller approfondir et compléter avec des formations beaucoup plus orientées vers la prise en charge des TCA sévères, anorexie mentale, boulimie nerveuse, hyperphagie boulimique. Et je suis notamment le diplôme universitaire TCA de l'enfant et de l'adolescent de la Fédération française d'anorexie boulimie. Et ça, c'est venu, voilà, parce que quand j'ai commencé à me former davantage, j'ai reçu aussi plus de patients qui souffraient de TCA sévères. Et puis après, de fil en aiguille, j'en ai eu, voilà, en me formant. Après, ça m'a permis aussi de mieux les accompagner et maintenant de les accompagner aussi plus sereinement de mon côté. Et c'est devenu une vraie spécialisation. C'est à la fois des suivis qui sont très complexes, engageants et passionnants. Et donc, moi, je suis très heureuse d'avoir pris ce chemin-là, même si c'était pas forcément un choix au départ quand j'étais diplômée. Et je suis très touchée justement par le courage de ces patients qui s'engagent dans du soin pour sortir de leur TCA et guérir aussi derrière ça. Et puis, t'évoquais que j'ai une double casquette aussi d'instructrice de pleine conscience. Je suis formée aussi à enseigner le programme qui s'appelle MSC pour Mindful Self-Compassion, autocompassion en pleine conscience. Et au-delà d'un programme que j'enseigne en fait à côté de mes consultations, qui d'ailleurs est très chouette aussi pour les soignants, en fait, l'autocompassion, ça va être une posture qui va s'intégrer dans mes prises en charge. Et en fait, moi, j'ai la conviction que au-delà de la technicité de nos approches, et donc c'est très chouette d'avoir des formations qui justement vont nous aider vraiment d'un point de vue un peu plus technique, notre posture, elle est aussi thérapeutique pour le patient. Et c'est là, en fait, que tout commence. Et pour faire un peu la transition avec le carnet alimentaire, en fait, il s'inscrit dans ce cadre-là et au sein d'une relation et d'une alliance thérapeutique. Et c'est vraiment le socle, en fait. C'est vraiment la première chose à avoir en tête
plutôt que de voir le carnet alimentaire comme un peu un outil qui vient comme ça, un peu, qui viendra un peu comme un cheveu sur la soupe, justement, alors que là, il va vraiment s'intégrer dans nos suivis. Mm. Merci Erika. Alors, un petit peu pour démarrer toutes nos discussions, toutes les questions qu'on a à te poser, moi j'avais observé plusieurs choses par rapport à l'utilisation du carnet alimentaire. En cas de TCA, j'avais quand même pas mal de questions. On en avait discuté un petit peu à la fin de l'épisode précédent. Mais voilà, moi je ne suis pas, j'ai pas la spécialisation que tu as, j'ai pas les connaissances que tu as. Donc j'ai vraiment profité de cet épisode-ci pour savoir plein de choses. Et donc moi j'avais une croyance, une idée reçue, je sais pas par rapport à ça. C'est est-ce que les patients qui souffrent de TCA, donc peu importe, je pense le TCA, tu les as exprimés tout à l'heure, est-ce que ça va pas faire pire que mieux, tu vois, que de noter dans un carnet alimentaire ce que je mange, de tout le temps être focus dessus, alors que en général, ces patients-là qui viennent en consultation te disent ah ben non, moi je veux justement m'éloigner de penser à tout le temps à l'alimentation, je veux justement m'en défaire, et toi tu vas leur demander de noter. Donc moi c'est une question qui me pose et qui me taraude. Une deuxième chose que j'aurais voulu voir avec toi, c'est tiens, est-ce que à l'inverse, est-ce que le fait de noter ses repas, donc pour quelqu'un qui ne serait pas, qui n'aurait pas un trouble alimentaire diagnostiqué, est-ce que ça ne va pas justement installer ce TCA qui mijote et qui est là entre deux os? Et aussi une grande question, c'est en fonction du TCA, est-ce que tu l'utilises ou pas d'une manière différente? Comment est-ce que est-ce qu'une personne qui souffre d'anorexie mentale ou quelqu'un qui souffre de boulimie, est-ce que tu vas utiliser le carnet alimentaire d'une manière différente? Donc voilà, moi c'était un petit peu les questions qui me tracassaient. Dans certaines formations que j'ai suivies, parfois on dit ah oui, dans tel cas il faut l'utiliser, dans tel autre cas il faut pas l'utiliser. Et donc c'est vraiment un peu flou dans ma tête, donc je suis trop contente qu'on va pouvoir échanger par rapport à ça. J'aimerais mais aussi en profiter pour savoir si vous aussi, vous avez déjà entendu ou eu, vous, vos propres croyances, vos propres idées reçues par rapport à l'utilisation d'un journal alimentaire, d'un carnet alimentaire avec des patients qui souffrent de TCA. Marion peut-être, et puis après on fera Erika. Alors, moi, je le disais dans le premier épisode, c'est vrai que forcément, c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec les diètes, puisque lors de mes démos de mon suivi diète, forcément, cette question se pose et très souvent, j'entends des doutes de diètes, alors spécialisées ou non, sur les patients qui prennent ou non en charge des patients atteints de TCA. Mais souvent, la question, effectivement, le doute, c'est est-ce qu'il faut le proposer à tous les patients? Des diètes qui ont un peu en tête quand même que c'est quelque chose de contraignant pour le patient, que on n'a pas très envie d'aller corriger les assiettes. Donc, des diètes qui sont finalement pas très à l'aise avec le fait de proposer un journal alimentaire aux patients et qui, du coup, le proposent pas à tous les patients. Ça, je le vois beaucoup, qui ont des doutes ou des craintes sur l'utilisation du journal. C'est vrai que ça revient fréquent et c'est ce qu'on va pouvoir voir avec toi, Erika. Est-ce que toi, tu entends ces craintes-là de la part d'autres collègues? Est-ce que toi-même, tu as eu ces doutes-là sur l'utilisation du journal quand tu as démarré? Ah oui, il y a des doutes que j'ai pu avoir. Et puis moi, ce que j'entends effectivement de la part d'autres professionnels, ça va être alors ça peut être le fait aussi que ça peut être chronophage aussi, parce que les suivis TCA, c'est comme des suivis qui sont assez lourds aussi pour certains. Et puis des difficultés d'engagement du patient aussi. Ça de le proposer et puis de se dire, ah bah oui, mais en fait, le patient ne l'utilise pas, etc. Et puis du côté des patients, moi ce que j'entends assez fréquemment, ça va être non mais vous allez avoir peur quand vous allez voir tout ce que je vais écrire. Je sais pas si je vais être capable de poser les choses. Cette peur d'être jugé, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que chez les patients qui souffrent de TCA, le sentiment de honte est très présent. Quel que soit le TCA, et ça va être même probablement encore plus lourd quand il y a des crises, quand il y a des vomissements, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que j'entends très très fréquemment du côté des patients. Est-ce que depuis que tu es lancée, donc il y a 4 ans, est-ce que tu as toujours utilisé le carnet alimentaire dans ta pratique ou est-ce que c'est assez récent pour toi?
Moi, j'ai démarré en utilisant un carnet alimentaire et pour te dire, en fait, en utilisant mon suivi diète depuis le début. Donc, moi, j'ai vraiment démarré avec cet outil-là. Et bien sûr, son utilisation a évolué dans le temps. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup, au début, j'ai tâtonné, j'ai découvert. Et puis après, c'est venu un petit peu s'enrichir grâce justement à la fois aux formations que j'ai faites pour pouvoir en avoir un usage cohérent. Mais j'ai beaucoup appris aussi de mes patients. Et je pense que là, il faut être assez humble par rapport à ça. C'est que parfois, on fait des choses qui sont pas complètement adaptées. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir en retirer quelque chose aussi pour nous-mêmes et de faire évoluer notre pratique. Donc voilà, c'est un outil que j'utilise depuis le début et qui me manquerait si je ne l'avais pas aujourd'hui. Et on continue d'apprendre, je pense. Voilà. Alors, on a vu bah, du coup les freins que pouvaient avoir les professionnels, les patients. Peut-être qu'on peut du coup faire un point sur bah, quels sont les avantages du coup à utiliser un journal alimentaire avec ces patients. Si vous n'avez pas vu du coup le premier épisode qu'on a fait sur le sujet, on en listait quand même pas mal sur euh, comment et pourquoi utiliser un journal alimentaire dans un suivi diététique, on va dire plutôt classique. Euh, je pense que ça dépend beaucoup, on l'a dit à nouveau dans le premier épisode, dans la façon dont on va le proposer au patient, dans la façon dont on va le percevoir le patient et dont la diète aussi va l'utiliser derrière. Toi, Erika, pour toi, quels sont les avantages à utiliser un journal alimentaire avec tes patients? En fait, le journal, il va vraiment favoriser un petit peu cette posture d'observateur que tu avais mentionné dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que c'est un peu ce carnet de bord qui va accompagner le patient. Et puis d'ailleurs, moi j'aimerais rappeler que c'est un outil vraiment thérapeutique à part entière qui s'inscrit dans une relation, notre posture va faire beaucoup aussi dans l'utilisation du carnet, c'est-à-dire que nous, on est là aussi pour avoir une posture flexible par rapport à ça, de curiosité, d'ouverture, de non-jugement et tout dans ce qu'en fera le patient. Et c'est aussi important d'accueillir justement la non-utilisation du carnet. Et je trouve que c'est très intéressant aussi parfois de voir un patient qui a des difficultés d'utilisation du carnet et ça permet aussi un travail autour de ça. Et en fait, c'est un outil aussi qui va soutenir des objectifs thérapeutiques. Et on le verra dans la suite quand on va discuter des différents TCA, c'est que vraiment cette posture d'observateur, en fait, pour le patient, elle va venir au service de quelque chose. Et au service de sa guérison et de son évolution et de prendre conscience aussi de son évolution. Parce qu'on est sur des patients qui vont avoir tendance à avoir aussi ce biais de négativité où ils vont être focalisés sur leurs difficultés, etc. Et ça permet aussi de prendre la mesure aussi du chemin parcouru avec nos patients. Donc vraiment, si pour résumer, c'est vraiment de les mettre dans cette posture un peu extérieure d'observateur par rapport à ce qui se passe dans leur chemin et vers la guérison. Est-ce que tu peux justement alors nous détailler, nous expliquer un petit peu comment tu vas utiliser ce journal alimentaire sur base de différents TCA? Donc, je pense que voilà, ce que tu prends en charge, c'est surtout anorexie mentale, hyperphagie et boulimie, c'est ça? Oui, alors après, moi, je vais avoir aussi peut-être des patients qui ont un rapport troublé à l'alimentation, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de peut-être de creuser un petit peu plus ce qui se passe et comment l'utiliser pour les TCA plus sévères. Mhm. Et puis, peut-être qu'on peut commencer justement par l'anorexie mentale, donc les troubles restrictifs, où l'utilisation va être assez spécifique. Et moi, j'aimerais aussi faire la distinction entre l'anorexie mentale, on peut recevoir des patients qui vont être assez dénutris. Et donc, où là, l'enjeu, ça va être de soutenir la renutrition pour retrouver un poids de santé. Et parce que c'est une utilisation qui est assez spécifique. Et chez ces patients-là, on a besoin de poser un cadre. Et c'est le cadre qui va les soutenir vers la guérison. Et il y a quelque chose de très important, en fait, à faire au départ, qui est un peu peut-être ce qu'on nous apprend peut-être le plus dans notre métier quand on sort du BTS, c'est de pouvoir évaluer les ingestats du patient de manière à faire une analyse qualitative et quantitative en fait, qu'est-ce que le patient est en capacité de manger par lui-même. Et donc, là, moi, je vais vraiment partir sur quelque chose de très simple et de très épuré dans l'utilisation du carnet. Moi, je demande simplement au patient de mettre des photos de ses prises alimentaires. J'enlève tous les trackers, etc. Et surtout les trackers justement autour des sensations alimentaires parce que c'est des patients qui sont
complètement déconnectés de leur corps, qui sont très en insécurité vis-à-vis de leur corps, qui vont justement avoir des stratégies d'évitement de la faim, etc. Et donc qui vont beaucoup nous dire, mais je ne mange pas parce que je n'ai pas faim, ou parce que je ne ressens pas la faim, ou parce que la maladie me dit que je n'ai pas faim. Et donc là, ça va être hyper important, voilà, de se dire, OK, on se focalise vraiment sur soutenir la renutrition. Et puis les photos, moi je trouve ça aussi assez intéressant parce que ça permet de détecter aussi certains comportements pathologiques en fait qui font partie de la maladie. Moi, je vais donner quelques exemples que je vois beaucoup autour de l'anorexie mentale. Ça va être par exemple des patients qui vont couper en tout petits morceaux leurs aliments, qui vont étaler. Alors moi je vois des choses comme par exemple les rouleaux de surimi qui sont déroulés et étalés dans l'assiette simplement pour prendre de la place dans l'assiette, des volumes conséquents de légumes, de crudités, etc. Et donc, tout ça, ça permet de poser les choses au départ. Et c'est important d'avoir cette évaluation-là avec le patient sur une période d'une semaine, 10 jours, avant de poser des objectifs avec le patient. Donc là, voilà, c'est vraiment spécifique autour de l'anorexie mentale. Et moi, ce que j'aimerais aussi peut-être préciser, c'est que je suis des jeunes adultes ou des grands adolescents, mais je suis aussi des adolescents parfois assez jeunes aussi, et où là, on va mettre en place une approche familiale, où c'est les parents qui vont vraiment reprendre le contrôle de l'alimentation de leur adolescent. Et il m'arrive parfois de proposer l'application aux parents et pas à l'adolescent. Donc là, c'est un petit peu du cas par cas. Et là, on va avoir vraiment un usage simplifié pour les parents. Et ça va pareil, permettre une évaluation. Et puis, ça va permettre aussi, après en rendez-vous, de revenir sur des situations, de travailler sur la résolution de problèmes, etc. De retravailler aussi sur, tiens, un adolescent qui va dire, mais mes parents me gavent, etc. Bah, de se poser un peu en observateur de tout ça, un peu avec l'ado, les parents, et puis moi en tant que diète, non pas pour aller départager, mais pour aller favoriser un peu un dialogue autour de tout ça. Donc là, c'est vraiment spécifique à la phase déjà de renutrition. Voilà. Ok. Et puis, après, je trouve que c'est un outil qui va s'enrichir quand le patient qui souffre d'anorexie mentale est renutri, mais qui n'est pas encore guéri. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Bah là, on va pouvoir travailler, élargir l'utilisation pour pouvoir travailler autour des pensées de la maladie, pour pouvoir travailler la restriction, qu'elle soit affective, cognitive. Et là, on peut travailler avec des échelles de contrôle, par exemple, autour de l'alimentation, de recommencer à travailler quand c'est pertinent sur des choses comme la mise en place peut-être de petits défis pour aller élargir l'alimentation, pour aller s'exposer à des aliments qui étaient trop anxiogènes au départ, et tiens, remettre en place des desserts sucrés, de remettre en place certains types de collations, etc. Et là, moi, je trouve que c'est assez valorisant pour le patient de pouvoir poser en fait ce qu'il a réussi à faire, de poser des petits défis, et puis tiens, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Parfois, j'accompagne ça même du côté du patient d'une petite boîte à défis qu'il va avoir chez lui, et puis il va pouvoir les reporter dans l'application et se sentir, valorisé par rapport à ça. Simplement, le fait de l'écrire, il va le conscientiser en fait. Ouais, j'ai réussi à faire ça. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Et puis, ça permet aussi d'observer un peu les améliorations aussi sur le plan de la forme physique, du sommeil, etc., qui en général s'améliorent aussi quand le patient se nourrit mieux. Voilà. Pour l'anorexie mentale, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions sur ce trouble-là avant que peut-être on aille en aborder d'autres. Hmm. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu utilises aussi le carnet alimentaire pour noter tout ce qui est compensation, que ce soit le vomissement, l'hyperactivité physique, la prise de médicaments, de laxatifs? Est-ce que tu demandes aussi de noter ça sur l'application ou pas? Est-ce que les patients acceptent de le faire et jouent le jeu? Alors ça, c'est effectivement, c'est une très bonne question. Et alors,
Je propose effectivement de noter. C'est pas quelque chose de facile à noter et je vais peut-être le détailler après sur tout ce qu'on va explorer peut-être autour de la boulimie. Mais c'est vrai qu'on retrouve notamment les comportements compensatoires, les vomissements sur l'anorexie mentale aussi. C'est des comportements, il va y avoir beaucoup de honte. Donc en général, il va y avoir un petit peu quelque chose qui va se croiser avec l'entretien clinique. Un patient qui a des vomissements va rarement le poser directement. Et donc, parfois, ça peut être des questions. On a besoin de poser la question, hein, est-ce que tu te fais vomir? Et puis, bon, en général, il y a beaucoup de gêne et tout ça, surtout s'il y a les parents qui sont là. Et puis, on commence par des questions, combien de fois par jour? Et en fait, déjà, ça permet d'avoir une échelle un petit peu parce que le combien de fois par jour, ils vont peut-être un peu recadrer plusieurs fois par semaine. OK, là, on a une petite idée et puis on va peut-être pas trop au début leur demander de l'écrire parce que c'est assez intrusif à ce moment-là. Et petit à petit, ils vont réussir à le noter quand on va poser ça comme un objectif thérapeutique de travailler sur les vomissements. Voilà. Et, euh, et là, ça va se construire au fil de l'eau avec en fait l'alliance aussi qui est assez centrale dans le travail avec ces patients. Et en ce qui concerne l'hyperactivité physique, c'est pareil, c'est à un moment donné, on va poser un cadre autour de l'activité physique, l'hyperactivité physique, essayer de faire un peu la distinction avec le patient entre les deux. Et là, ça va aussi soutenir un objectif qui va être de permettre un peu quand même d'activité modérée dont le patient a besoin et de limiter du coup l'hyperactivité physique. Et là, moi, je fais du cas par cas. Il y a des patients qui vont réussir à le noter et d'autres non. Et on va s'appuyer plus sur l'entretien clinique. Donc, aussi pas mal de souplesse par rapport à ça du côté du diète pour que le carnet ne devienne pas trop lourd. Et en période de renutrition, je vais pas forcément mettre l'accent sur le carnet là-dessus parce que ça fait beaucoup trop en fait pour les patients. Je préfère avoir une utilisation très sobre en fait au départ. Ouais. Ok, très clair. Est-ce qu'on peut aborder du coup un autre, peut-être une autre utilisation dans d'autres troubles? Ouais, après, moi, je vais peut-être me proposer de regrouper, même si c'est un petit peu différent, mais tout ce qui est boulimie et hyperphagie, parce que ce sont deux troubles en fait compulsifs. Après, la grande différence entre les deux, c'est que dans la boulimie nerveuse, en général, c'est des patients qui sont à un poids, on va dire, standard, entre guillemets, et puis parce qu'il y a des comportements en fait compensatoires derrière les crises. Hyperphagie boulimique, souvent, ça va être des patients qui vont avoir une prise de poids, il n'y a pas de comportement compensatoire, mais il y a quand même des choses qui sont communes dans la prise en charge. Et moi, je m'appuie beaucoup sur les approches TCC, donc pour thérapie comportementale et cognitive, l'approche de Fairburn, qui est un peu l'approche de référence pour prendre en charge la boulimie et l'hyperphagie. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, dans cette approche-là, l'auto-observation, c'est la première étape, et moi j'aime bien appeler ça l'étape zéro, en fait, de la prise en charge. Ça va être le carnet et le fait de noter déjà les prises alimentaires. Parce que ce qu'on observe beaucoup chez ces patients, et ça vous pourrez me le confirmer si c'est votre expérience ou pas, c'est que ce sont des patients qui sont en restriction par ailleurs. Ils font des crises, mais ce sont des patients qui mettent pas de féculents sur leur repas parce qu'ils ont cette pression autour du poids. Ça va être des patients qui sautent des prises alimentaires ou voilà, qui vont pas prendre de repas parce qu'ils ont fait une crise. Donc déjà, ça c'est la première étape, ça va être de noter leur prise alimentaire pour soutenir après ce qu'on appelle cette phase cette mise en place d'une alimentation rationnelle. C'est une alimentation qui va être suffisante, régulière au niveau des repas principaux, donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Et là, le carnet, c'est hyper précieux pour ça. Donc, avant d'aller plus loin, moi, je serais hyper intéressée de savoir un peu quelles sont les observations que justement vous faites sur ces populations-là, si vous en avez dans votre patientèle. Mm. Tu en rencontres toi, Élise? Moi, je rencontre, ouais, j'ai fait la formation de Florian hein, sur l'hyperphagie et boulimie. Et donc, voilà, je prends en charge ces patients-là. Et clairement, hein, oui, c'est la première chose, c'est de remettre les bases alimentaires et c'est vrai que le carnet alimentaire permet vraiment de voir, ah oui, tiens, concrètement, il y a eu une crise ce jour-là. Bah oui, mais clairement, tu n'avais pas assez mangé la journée ou tu n'avais pas assez mangé les jours avant. Et donc, ça permet de donner une explication et de déculpabiliser, je pense, le patient. Ouais.
Ouais, et on le disait dans le précédent épisode, mais c'est vrai que de voir le journal alimentaire vraiment comme un outil d'observation, poser les bases, comme tu disais, et de pouvoir proposer aux patients de se rendre compte, de se rendre mieux compte aussi de ce qui se passe dans sa journée, parce qu'en fait, il y a des patients qui identifient pas ça, que le fait qu'en fait, ils mangent pas de la journée et que d'un coup, le soir, ça part en crise. Oui, ça part en crise, mais en fait, il n'y a pas eu d'apport suffisant sur le reste de la journée. Et il y en a qui n'ont pas conscience de ça. Donc, c'est vrai que ça peut être une première étape de vraiment, bah, qu'est-ce qui se passe dans ma journée? Et d'en reparler après en consultation de suivi, de pouvoir identifier ça. Je pense que ça peut être, enfin, c'est une étape essentielle en début de suivi, quoi. Mais Ouais, c'est ouais. super intéressant ce que tu décris parce que en fait, je pense que ton utilisation de journal, finalement, on peut l'adapter pour tout type de suivi. Enfin, cette conception du journal alimentaire, de comment c'est proposé aux patients, finalement, dans tout type de suivi, ça doit rester adaptable à chaque patient. On doit garder cette flexibilité qui permet d'adapter à chaque patient son utilisation. Ça, je pense que c'est quelque chose dans tout type de suivi, c'est indispensable d'adapter l'utilisation du journal au patient, à ce qui va être utile pour lui, ce qui va l'aider, et de garder en tête que c'est un outil thérapeutique et que c'est quelque chose qui doit être au service de ses objectifs à lui. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut reprendre pour n'importe quel suivi, quoi. Ouais, et puis aussi, ces patients-là, ce qui va être important, ça va être aussi de discuter. Tiens, justement, c'est beaucoup des patients qui vont dire, mais j'ai pas faim, donc j'ai pas besoin de ça, etc. Et donc, ils vont avoir du mal à mettre, par exemple, des féculents au midi ou à se mettre une collation l'après-midi. Et dans justement ces approches-là, bah, c'est important de dire, en fait, la priorité, c'est la régularité de l'alimentation. Et donc, de réorienter aussi les trackers. Parce que moi, j'observe beaucoup ça aussi, des patients qui ont eu parfois des suivis qui n'étaient pas tout à fait adaptés à la prise en charge de leur TCA, où on a beaucoup orienté autour de, tiens, l'écoute des sensations alimentaires, la faim, le rassasiement, etc. Donc, c'est des patients qui vont dire, non, mais j'ai pas faim, donc je mange pas. Et en fait, ça va être très important de réorienter justement les trackers et de parler de cette impulsivité à manger, cette espèce d'urgence à manger, de le définir avec eux. Et finalement, c'est quoi? C'est un besoin du corps, quelque part, qui s'exprime de manière différente. Et donc d'évacuer un petit peu les trackers qui vont être contre-productifs au départ et leur dire, c'est OK, on travaillera ça plus tard, le retour à une alimentation régulée, l'écoute des sensations alimentaires, etc. Quand tu auras suffisamment de sécurité dans la prise alimentaire, suffisamment de sécurité dans le corps, et donc d'avoir des trackers qui sont adaptés aussi. Et puis, cette phase d'alimentation rationnelle aussi, ce qui est important, c'est d'expliquer au patient pourquoi est-ce qu'on lui propose de noter aussi les crises et les vomissements, par exemple, quand il y a des comportements compensatoires ou les prises de laxatifs ou, par exemple, autres comportements compensatoires comme le fait de se restreindre derrière ou de faire du sport et tout ça. Ben, c'est que, en fait, elle vient au service de quelque chose, cette phase d'alimentation rationnelle. Elle fait très peur aux patients parce qu'ils disent je vais grossir, etc. Et en fait, elle vient au service déjà d'une première réduction des crises. Parce que il est mieux nourri et en général, on observe une réduction des crises. Il va en rester quand même, mais après, ça permet de travailler sur cette partie un peu cachée de l'iceberg qui sont les crises résiduelles. Donc, ça a du sens pour le patient. Donc, il va s'engager plus facilement dans cette étape. Et après, dans un deuxième temps, on va travailler vraiment sur les crises, bah tiens, les antécédents avant la crise, justement, est-ce que le corps était assez nourri? Est-ce qu'il y avait un déclencheur? Est-ce qu'il y avait voilà, une situation difficile? Les pensées permissives autour de la crise, ces pensées qui vont un peu dire oui, mais tiens, la crise, c'est une récompense ou ça va te faire du bien, etc. Les petites décisions qui sont prises, mine de rien, ce qu'on appelle les micro-décisions, le fait de se retrouver seul, d'un peu des fois, de s'orienter finalement, mine de rien, de mettre les pieds vers la crise, etc. Et donc, on va travailler tout ça avec le patient en mode un peu résolution de problème collaborative avec lui. Et donc, c'est aussi assez intéressant parce que le carnet va leur permettre vraiment de mieux comprendre aussi leur mode de fonctionnement autour de la crise. Et puis après, mettre en place vraiment des objectifs précis, ciblés aussi, et mettre en place un travail aussi autour des vomissements pour les patients. Et ça leur permet souvent de regagner un sentiment de maîtrise, en fait, autour de tout ça.
et surtout de montrer aussi, nous, qu'en tant que soignants, on va les aider à dédramatiser ce qui se passe aussi et de les soutenir dans, ouais, ok, il y a eu une crise, il y a eu ça qui s'est passé, on va l'utiliser comme un apprentissage. Voilà. Alors moi, je pense aussi à un autre avantage de l'utilisation du journal via l'appli, et tu en as un peu parlé, c'est quand même le renforcement de l'alliance thérapeutique. Et moi, et tu disais tout à l'heure aussi que pour les patients, des fois, c'est difficile de retrouver un cadre de repas, de remanger le matin, de faire des collations. Et entre deux consultations, ça peut être super dur pour eux. Et je trouve que l'appli, c'est aussi le moyen de créer ce lien hors consultation qui peut être hyper rassurant pour le patient, qui peut nous permettre de détecter aussi et d'aller rassurer le patient, mais de peut-être réajuster les objectifs. Enfin, j'ai en tête une patiente pour qui c'était hyper compliqué de remanger le matin. Et elle l'a noté plusieurs fois dans son journal et je voyais que c'était compliqué. Et ben, typiquement, je pense que c'est une patiente qui serait peut-être pas revenue en consultation, qui aurait peut-être arrêté en disant j'y arrive pas. Et l'appli, ça va être aussi le moyen d'aller questionner le patient ou peut-être de réajuster les objectifs pour faire en sorte de dire ben, on est là, on avance ensemble et de renforcer. Ce lien à une étape où c'est quand même compliqué pour le patient, quoi. Ouais, alors moi j'ai une posture un peu différente par rapport à ça, c'est que moi je vais pas trop intervenir entre les rendez-vous parce que aussi ça peut être assez chronophage hein, pour nous d'aller lire les carnets et tout ça. Ou alors si je le fais, ça va être vraiment on s'est mis d'accord sur une période donnée avec un patient spécifique. Mais je vais pas le faire de manière générale avec tous les patients. Et en fait là je pose un cadre, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de montrer au patient qu'on lui fait confiance et qu'on a confiance aussi dans ses propres ressources. Donc moi je dis bah voilà, vous déposez les choses sur le carnet. Moi, je le balaye avant un rendez-vous, donc je sais à peu près dans quel état d'esprit vient le patient. Par contre, s'il a une difficulté un peu en aigu, je dirais, sur une situation particulière, je lui dis écrivez-moi un message. Parce que là, moi, un message, je vais le regarder et je vais potentiellement y répondre. Enfin, je vais y répondre avec éventuellement une invitation à peut-être retravailler certaines choses au prochain rendez-vous, ou parfois je vais donner effectivement un encouragement ou quelque chose, quelques éléments à un instant T. Et donc c'est très important, je pense aussi que chacun soit à l'aise avec son cadre aussi pour que ça soit tenable en fait et soutenable en tant que diète et que ça ne devienne pas un outil chronophage. Mais j'observe que c'est quelque chose qui est très bien compris de la part des patients et ils font vraiment la part des choses. Voilà, par rapport au fait que le journal, c'est quelque chose entre les consultes, mais où en même temps, ouais, il est un peu face aussi à lui-même et en même temps, il a cette possibilité-là de me Et contacter c'est en ça. tout cas si besoin. C'est vraiment via la messagerie. Moi, j'observe que les patients vont quand même plus nous contacter en cas de souci que d'envoyer un mail, par exemple. Et clairement, quand le patient nous écrit via la messagerie, bah, en fait, on a accès tout de suite à son journal et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir, bah, tiens, comment ça se passe pour mon patient et je peux lui répondre avec des éléments plus concrets. Ouais, tout à Ça peut être fait. Ouais. ce cadre-là aussi. Ouais. Et puis après, donc, il faut pas oublier que donc, dans un TCA, il y a des phases d'évolution et il y a différentes étapes. Et si on en revient, par exemple, à ces patients qui font, à un moment, ils arrivent à une phase stabilisée, que ce soit des patients qui souffrent d'anorexie mentale ou de boulimie nerveuse ou d'hyperphagie boulimique. À un moment donné, c'est de leur dire, oui, on va revenir à une alimentation, ce qu'on appelle une alimentation régulée, et donc une alimentation qui va être plus centrée sur l'écoute du corps, et puis on va continuer à travailler à dédiaboliser les aliments, etc., avoir une relation plus sereine à l'alimentation. Et là, on peut vraiment revenir sur une utilisation un peu plus classique, où on va remettre, après avoir refait une évaluation un petit peu de la situation, des trackers autour de la perception de la faim, le rassasiement, et accompagner ça d'un travail un peu plus de rééducation autour de l'écoute du corps. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire aussi que l'outil évolue avec le suivi du patient et évolue avec le patient. Moi, j'ai parfois des patients qui me disent, comme j'expliquais tout à l'heure, bah voilà, le fait de noter, voilà, moi j'ai des crises alimentaires, je pense tout le temps à manger, voilà, c'est vraiment obsessionnel chez moi. Et le fait de devoir noter, de devoir prendre en photo et de mettre sur l'application, bah, ça empire cette pensée, ces pensées au niveau de la nourriture.
Est-ce que vous avez ça aussi? Comment est-ce que vous gérez un petit peu ce genre de situation? Alors, effectivement, je peux avoir ce genre de situation. Et dans certains cas, bah, on va aussi travailler à se détacher du carnet. Et c'est OK. Et parfois, c'est OK justement d'explorer le ressenti. Ah tiens, ça augmente mon contrôle autour de l'alimentation. Ça va effectivement m'amener à plus penser à la nourriture. Et il faut pas hésiter à se dire, bah, OK, on s'en détache, on l'utilise d'une autre manière. Ou parfois, j'ai même envie de dire, c'est même plus que parfois, assez souvent, moi, j'ai des patients qui vont juste déposer de temps en temps une note. En fait, à partir du moment où on a commencé un premier travail, Mhm. euh, j'ai envie de dire, c'est même assez simple dans le processus. Le patient va utiliser simplement, moi j'utilise beaucoup cette catégorie un peu ressenti, où le patient il va juste déposer une prise de conscience ou une difficulté de manière ponctuelle. Et c'est OK, il va peut-être prendre une note par semaine ou une fois tous les 3 jours. Et ça permet de travailler en étant un peu plus défocalisé de l'alimentation. Et j'ai même envie de dire, dans beaucoup de suivis, il y a un moment donné, il n'y a même plus du tout les photos autour des repas, il n'y a plus tout ça en fait. Et on va être plus sur un petit peu observer le vécu autour de l'alimentation plutôt que le contenu de l'assiette. Ok, donc Ouais, tu cibles au début du suivi vraiment les photos, le contenu de l'assiette pour reposer les bases, soit te renutrir en cas d'anorexie, soit te reposer les bases en cas de boulimie, hyperphagie, et puis après d'évoluer alors vraiment avec le patient par rapport à ses besoins et aux objectifs que vous mettez en place alors pendant le suivi, c'est ça? Ouais. ouais, Ok. c'est vrai que moi, j'utilise aussi beaucoup la catégorie ressenti, où des fois, mes patients, quand ils ne veulent plus noter dans l'appli, l'idée, en fait, il faut que ça reste un outil qui reste utile aux patients. On le disait, le but, c'est que ça puisse lui permettre de soit conscientiser des choses, soit faire des temps de pause aussi. Moi, j'aime bien leur présenter comme ça pour mettre un peu plus de conscience sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Donc, effectivement, des fois, la consigne, c'est juste une fois enfin, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, de mettre qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi, qu'est-ce qui a été plus difficile. Et on s'en sert comme ça. Et c'est pour ça que je disais, c'est important, je pense, de vraiment garder de la flexibilité sur l'outil et de l'adapter, d'adapter la consigne. Et moi, je reviens toujours en fin de consultation je précise en fait comment on va utiliser le journal jusqu'à la fois d'après. Et on adapte en fait à chaque fois, à chaque fin de consultation, on adapte l'utilisation du journal pour la fois d'après. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que c'est un exercice et qu'on va l'utiliser peut-être différemment au fil du suivi. Ouais, et ne pas avoir peur aussi à faire confiance aux patients. C'est-à-dire que moi, je vais même pas forcément être tout le temps dans le recalibrage de la façon de l'utiliser. C'est-à-dire que, en fait, c'est un outil qui est quand même assez intuitif, en tout cas en ce qui concerne mon suivi diète. Et moi, j'observe que les patients, ils vont trouver aussi une manière adaptée de l'utiliser. Et qu'un patient pour qui ça devient compliqué, parfois, il va s'en détacher et on va pouvoir questionner ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça va être intéressant aussi de le creuser en rendez-vous. Mm. Et alors, comment tu le présentes, toi, aux patients? Justement, comment tu en parles de mon suivi diète? Parce que ça, c'est souvent un truc que j'entends aussi des diètes qui ont du mal à le proposer aux patients, qui savent pas à quel moment le proposer, comment le présenter, et qui, du coup, ne le présentent pas à tous les patients, ne le proposent pas à tous les patients. Ouais. Alors déjà, moi j'aimais beaucoup d'ailleurs ce que tu exprimais dans l'épisode précédent, là, le journal de bord, parce que carnet alimentaire, ça peut tout de suite faire peur. Et puis moi je propose d'ailleurs jamais à un patient de le télécharger avant qu'on se soit rencontré. Voilà, ils le savent pas forcément que ça existe. Et donc ce qui va être important, ça va être vraiment d'avoir cet entretien, cette évaluation initiale avec le patient et de voir si on le propose tout de suite au premier rendez-vous ou peut-être qu'au deuxième ou troisième rendez-vous. Et parce que derrière ça, on rentre dans l'intimité du patient. Parce que c'est quand même, l'alimentation, c'est quand même assez intime. Et puis encore plus quand le rapport à l'alimentation est troublé. Et il y a une base qui est simplement de proposer sans imposer, de demander l'autorisation, de respecter la temporalité du patient aussi par rapport à ça et de montrer aussi la cohérence par rapport au projet de soins. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de différentes approches en fonction du TCA. C'est d'abord de poser cette approche, pourquoi est-ce qu'elle est cohérente pour le patient et de dire, OK, bah voilà, le carnet va venir soutenir ça. Et à partir de là, le patient va être beaucoup plus ouvert en général
Et je fais peut-être une petite exception avec l'anorexie mentale, où il y a une dénutrition, où on doit quand même pas traîner pour agir, où ça fait partie du cadre. Et là, je vais peut-être être un peu plus incitante quant à son utilisation au départ. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui se construit de manière collaborative avec le patient. Et on n'est pas à une consultation près pour le proposer. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, sauf dans certains cas précis. Ok. Erika, est-ce que toi, tu as des retours par rapport aux patients? Parce que là, on parle en tant que professionnel. Est-ce que tu as des retours en tant que patient par rapport à l'utilisation du journal alimentaire dans la guérison? Est-ce que, voilà, par rapport à d'autres suivis, peut-être qu'ils auraient fait d'autres professionnels qui les auraient accompagnés, mais sans utiliser de carnet alimentaire? Voilà, est-ce que tu as un petit peu voilà, des retours, des partages d'expérience du côté patient à partager ici? Alors, bon, déjà, l'outil, selon les patients, parfois, ça peut être assez sympa aussi pour eux d'utiliser ça sous la forme d'une application. Et souvent, d'ailleurs, ça vient des fois se substituer même à des applications qu'ils utilisent en dehors de tout suivi, comptage de calories, etc. Et ça, c'est quand même un bénéfice non négligeable. C'est qu'on dit oui, ça focalise peut-être plus autour de l'assiette, mais en même temps, ça va les focaliser différemment autour de leur alimentation. Parce que c'est une invitation à désinstaller l'application qui comptait leurs calories. Et finalement, ce que j'observe, c'est que ça augmente un peu leur sentiment de sécurité. Ils deviennent, ils se sentent plus sécurisés dans leur suivi. Donc, parfois, vraiment, ils expriment que ça les rassure. Un autre bénéfice que j'observe quand je les interroge un petit peu, c'est ça leur permet aussi d'honorer un petit peu leur réussite qui a bien fonctionné, etc. Et de défocaliser du problème. Et nous, on peut les aider à prendre un peu cette position encore d'observateur un petit peu plus, qui va avoir une vision encore plus panoramique de ce qui se passe et de se dire, ouais, ok, là, sur cette semaine-là, tu étais un peu au fond du trou, mais regarde à l'échelle de ces 3 à 4 semaines, 2 mois, 3 mois, etc. Parce que c'est des suivis longs et donc ça, faut pas l'oublier. Et puis, ça nourrit le sentiment de maîtrise du patient. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices. Et puis, pour certaines personnes, des fois, écrire, c'est plus facile aussi que de verbaliser. Et je pense particulièrement aux adolescents qui vont parfois avoir du mal à s'exprimer en consultation, qui peuvent être un peu plus dans le repli, etc. Bah, des fois, je suis surprise par tout ce qu'ils arrivent en fait à écrire sur le carnet. Donc, il y a pas mal de bénéfices. On pourra peut-être les creuser avec des exemples précis à un moment donné dans notre échange. Mais voilà, de façon un peu générale, ce que j'observe. Oui, c'est vrai. Et ça, à nouveau, dans tout type de suivi, le fait de... on apprend beaucoup de choses avec l'appli, des choses qui n'ont pas été dites en consultation. Ça, moi, je l'observe avec mes patients. Vraiment, des fois, je pense que la barrière de l'écran fait que le patient va effectivement noter des choses, verbaliser des choses qui n'ont pas été dites en consultation. Et c'est là que ça devient intéressant dans l'utilisation de l'appli, quoi. Est-ce que tu aurais du coup peut-être des exemples de consignes que tu vas donner aux patients sur l'utilisation et des consignes spécifiques selon les TCA peut-être? Alors, déjà, là, c'est peut-être plus une consigne par rapport aux pros de santé, mais c'est de se rappeler que voilà, on met pas de focus sur les sensations alimentaires, mais c'est toujours bon de le rappeler aux patients. De se rappeler, oui, on va faire avec la non-faim par moment quand on met en place l'alimentation rationnelle aussi. Et puis, il y a une consigne aussi, je dirais que là, c'est peut-être la base de la base, mais là, c'est vrai pour tous les patients, TCA, pas TCA, c'est pas de peser d'aliments, pas de grammage, pas de comptage de calories, etc. Nous, on se débrouille. C'est notre job de faire une évaluation quand il y en a besoin à partir de photos, etc. On n'a pas besoin non plus d'être au gramme près. Donc ça, c'est vraiment très important, et quel que soit le patient. Et puis, moi, je dirais que c'est important aussi au niveau des consignes de se rappeler que c'est des patients qui, pour certains, ont des difficultés sur le plan psychiatrique. Et donc, ça va être important aussi de pas les forcer à noter trop de choses. Pour certains patients, c'est hyper exposant et hyper angoissant d'aller noter des choses, d'aller même noter des ressentis émotionnels, etc. Donc, on y va mollo, on y va tout en douceur, etc. Après, ça va être voilà, d'évaluer régulièrement le caractère soutenant ou pas du carnet. Est-ce que ça augmente le contrôle ou pas? Ou au contraire, est-ce que ça accompagne plutôt un chemin, voilà, que ça amène de la réassurance dans le suivi?
Et puis après, bah, moi j'ai envie de rappeler que on s'adapte. Donc, j'ai pas forcément d'autres consignes générales à donner, mais on reste flexible dans notre posture aussi à l'écoute du patient. Voilà. Merci, ouais, c'est super intéressant, Erika. Alors, au niveau des cas pratiques, on aurait aimé que tu expliques un petit peu, ben voilà, certains cas que tu as suivis, que tu as rencontrés en consultation et comment tu as pu, grâce au journal de bord, au carnet de bord, utiliser ben voilà, cet outil-là, cette application-là pour venir en aide à ces patients. Oui, alors effectivement, ça peut être intéressant d'en faire un peu de concret parce que voilà, c'est après des choses plus générales. Alors, je pense peut-être là, tu as une patiente qui souffre d'anorexie mentale, mais je pense que ce qu'on a pu faire ensemble est assez peut-être représentatif d'autres patients aussi. Moi, j'ai souvent des patients qui comprennent pas pourquoi ils continuent à perdre du poids en ayant l'impression d'augmenter quantitativement et qualitativement l'assiette. Et moi, parfois, ce que je fais, et ce que j'avais fait avec cette patiente, c'est que bah, elle mettait ses photos, justement. Et puis, avec mon suivi diète, on a la possibilité de mettre un petit peu comme un semainier, de montrer l'ensemble des photos, l'échelle d'une semaine. Donc déjà, c'est un exercice de défocalisation. Là où le patient, il va être focalisé sur son repas de midi, sur son repas du soir, etc. Là, il voit l'ensemble de sa semaine. Et puis moi, j'avais posé la question comme ça en me disant, bah, tiens, à ton avis, tes portions, elles ressemblent à celles d'un enfant de quel âge? Alors déjà, elle était un petit peu décontenancée et tout, puis elle a regardé, elle a dit, elle était beaucoup dans la comparaison avec les frères et sœurs, etc. Elle a dit, ouais, ok, un enfant qui est pas très âgé quand même. Et puis je lui dis, à ton avis, maternelle ou primaire? Et elle m'a dit maternelle. Ouais, je lui dis, ouais, c'est probablement des portions d'un enfant de maternelle. Si tu vas dans une cantine scolaire, tu verras, c'est à peu près ce que tu verras. Et là, ça avait vraiment favorisé une prise de conscience et une mobilisation autour de l'alimentation. Et ça l'avait aidé, en fait, à passer un cap et à pouvoir augmenter ses portions. Et puis aussi, à travailler aussi autour de certaines pensées, comme si je mets 5 cuillères de pâtes dans mon assiette, je vais devenir énorme si je mange ces pâtes. Bah, moi, je m'appuyais aussi sur le fait que cette patiente, enfin, et c'est souvent ce qu'on observe dans l'anorexie mentale, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de rituels et de routines autour de l'alimentation. Ils mangent souvent à peu près la même chose, etc. Et donc là, ça permet d'utiliser en fait leur routine rassurante pour aller amener, élargir l'alimentation et un peu de faire, genre moi ce que j'aime bien dire, c'est de faire mentir un petit peu ces pensées de l'anorexie qui vont être, je vais prendre 3 kilos si je mange ces quelques cuillerées de pâtes, bah, de le faire sur une période donnée entre deux rendez-vous, c'est-à-dire j'ajoute systématiquement cette portion et d'observer qu'ils n'ont pas pris 3 kilos ou 5 kilos en quelques jours, bah, ça leur permet de se dire, OK, en fait, je peux me permettre de manger ça. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret et assez courant, je pense, autour de l'utilisation en ce qui concerne l'anorexie mentale quand on cherche à renutrir le patient. Après, le but du jeu, c'est quand même qu'ils prennent du poids. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire qu'ils démaigrissent plutôt que prendre du poids, mais ouais, qu'ils puissent renourrir son corps. Qu'ils puissent renourrir son corps, qu'ils prennent du poids, mais en fait, on va beaucoup observer de penser comme si je mange un quart d'assiette de pâtes, cette nuit, je vais prendre 3 kilos. Alors quand dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. C'est que ils vont prendre 500 grammes sur 15 jours et que bah, déjà, là, on a besoin de les soutenir sur ce chemin-là et qui sont beaucoup bloqués dans ces pensées-là et que même parfois, ils continuent à perdre du poids. Donc oui, le but, c'est effectivement qu'ils se renourrissent et qu'ils perdent du poids, mais on va essayer voilà, de travailler autour de ces pensées du TCA qui sont contre-productives et de les rassurer, en fait, de leur montrer que ce cadre, il est là pour les rassurer. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà utilisé aussi l'application avec ils sont souvent suivis aussi par des psychiatres ou des psychologues. Est-ce que c'est aussi un outil qu'ils montrent aussi à leurs psychiatres ou psychologues ou pas spécialement? Alors moi je ne vais pas le monter parce que j'ai envie de dire c'est quelque chose enfin c'est bon, il y a entre le patient et moi et après c'est le patient qui est libre ou pas de montrer ce qu'il souhaite et moi je sais qu'il y a des patients ils me l'ont dit
ils ont déjà montré leur carnet, par exemple, en rendez-vous avec leur médecin en disant, bah voilà ce que je mange en fait sur une journée. Mais ça, là, c'est le patient qui utilise l'application lui-même et qui va montrer ça à son médecin. Moi, je suis en communication avec le médecin, mais là où le médecin lui dit, parfois peut lui dire, bah ouais, mais il faut manger plus, etc. et tout ça. Moi, je travaille avec le patient directement, mais ça va permettre aussi, c'est un outil de communication aussi parfois que le patient utilise lui-même avec un autre professionnel de santé. Après, certains patients vont aussi l'utiliser aussi en soutien au cours de leur suivi psy, où ils vont peut-être mettre des notes qui vont être peut-être plus en lien avec un suivi qu'ils ont par ailleurs, avec un exercice donné avec leur psychologue. Et nous, on va pas le débriefer ensemble, mais simplement, c'est un petit peu aussi son pense-bête aussi au patient, ça soutient aussi son travail par ailleurs. Donc ça peut arriver, ouais. Mm. Ok. Et ici, l'exemple de la patiente que tu as eue, donc tu as partagé ton écran, alors tu as montré l'écran avec les 7 jours de la semaine, et alors tu lui as partagé ton écran d'ordinateur, vous avez discuté avec elle, alors... Ouais, et ça, c'est une manière un peu, c'est une prise de conscience aussi, parce que le patient, il se pose là aussi en tant qu'observateur un petit peu de ce qui se passe, dans un cadre sécure qui est la consultation, où on peut débriefer, travailler ensemble, etc. Donc c'est aussi moins angoissant d'ailleurs pour lui de revenir là-dessus en rendez-vous, plutôt que d'aller balayer. Moi, je fais toujours attention quand les patients me disent je rebalaye ma semaine, etc. Moi, je vais plutôt décourager ce genre de pratique, parce que ça peut amener des angoisses. Par contre, de le rebalayer ensemble en rendez-vous, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir cette posture encore plus de prise de recul et de défocalisation avec le patient. Donc, c'est quelque chose que je peux faire assez fréquemment, en fait. Ouais, où je vais tourner mon écran vers le patient. Ok. Alors, as-tu d'autres exemples, d'autres cas pratiques à partager? Ouais, alors toujours en ce qui concerne l'anorexie mentale, comme la pose d'un cadre est la clé un petit peu pour soutenir la guérison et la renutrition. Moi, j'ai un exemple très spécifique d'une patiente que j'avais suivie sous la forme d'une approche familiale. Donc l'approche familiale, juste dans les grandes lignes, à un moment donné, quand le patient, pour soutenir sa renutrition, c'est quand le patient n'arrive pas à se renourrir par lui-même, ça va être pendant une certaine phase, ça va être les parents qui vont reprendre le contrôle du cadre alimentaire. Donc dans ces cas-là, le carnet, à la limite, il est plus si prioritaire que ça pour le patient. Mais en fait, moi j'avais une patiente qui, à un moment donné, donc elle avait réussi à reprendre du poids, donc à démaigrir un petit peu, mais on n'était pas arrivé au bout du chemin et elle devait retourner en internat. Donc c'est vrai qu'on avait quand même un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ce retour à l'internat parce qu'elle était coincée entre son désir de guérison, ses études très particulières, un cursus très particulier qui la motivait énormément et qu'elle avait vraiment envie de pouvoir mener à son terme, et en même temps les pensées de la maladie qui étaient très présentes. Ben là, on a utilisé le carnet comme un soutien et un petit peu avec des consignes assez spécifiques justement de rentrer ses prises alimentaires, avec l'autorisation d'ailleurs de pouvoir prendre des photos dans le cadre de l'internat et de pouvoir poser un petit peu la culpabilité, les pensées de la maladie, etc. Et puis, bah, ça a permis de soutenir en fait la renutrition alors qu'elle n'était plus dans ce cadre familial. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a été plutôt rassurant aussi pour nous de voir que ça pouvait fonctionner de cette manière-là. Et là, maintenant, on est en train d'évoluer vers d'autres étapes du soin parce que elle est sur le plan nutritionnel, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore d'autres choses à travailler. Donc, on est passé vers d'autres étapes, mais c'est vrai que ça a été plutôt soutenant pour le coup en tant que cadre, ce carnet. Mm. Donc Ok. là, c'était pas spécialement l'aliment, enfin le point de vue alimentaire que tu lui avais demandé de noter, c'était plutôt ses émotions, ses ressentis, la petite voix, ce qu'elle lui disait, etc. C'était ça? Ouais, et elle notait quand même aussi, mais ça c'était un petit peu, on en avait discuté ensemble. Pour elle, c'était soutenant de noter, de Mm. prendre des photos de ses Ah repas. voilà, ok. Parce que du coup, il y avait un petit peu, après, elle pouvait comparer ça un peu au référentiel des assiettes que lui servaient ses parents à la maison. Ok. Et donc, ça lui permettait en même temps, et tout en ayant en tête que bah, elle était là, elle avait envie d'être dans cet internat pour suivre ses études très particulières. Et donc, le fait de mettre des photos, pour le coup, ça a été soutenant Ouais. parce que ça faisait un peu référence à ce qui avait été mis en place à la maison. Ok, super, chouette.
Ouais. Et puis après, si on va un peu vers d'autres types de TCA, parce que je sais que tout le monde ne suit pas forcément des patients qui souffrent d'anorexie mentale, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les prises en charge de la boulimie, l'hyperphagie boulimique, le carnet d'auto-observation, il est central. Et comme je disais, c'est un peu l'étape zéro du suivi. Et là, moi, je pense notamment à une patiente bah, qui avait donc, du coup crise de boulimie avec vomissement et il y a une grande progressivité dans le remplissage. C'est-à-dire que au début, elle ne notait pas toutes ces crises et puis on s'était même mis d'accord sur le fait que quand il y avait rien, elle me disait que quand il y a rien d'écrit, c'est qu'en général, c'était une journée où il y avait pas, il y avait beaucoup de crises et c'est une journée dont voilà, c'était difficile pour elle de noter, il y avait beaucoup de honte, etc. Et en même temps, bah, elle a pu noter quand même des choses autour de l'alimentation rationnelle qui ont permis de prendre conscience que lorsqu'elle prenait une collation, bah, l'impulsivité était moindre et que la crise était quand même moins importante. Donc, au début, voilà, moi, j'ai fait preuve de beaucoup de patience, d'ouverture, et puis de curiosité par rapport à ce qu'elle notait, par rapport à son vécu. Et petit à petit, elle a noté un peu plus de choses. Et puis, on a pu entamer à un moment donné ce travail sur les stratégies de crise, sur bah, la résolution un petit peu de problèmes autour des crises. Et là, ça a été beaucoup plus focalisé sur les ressources. Qu'est-ce qui l'a aidé euh, à, et soit à ce qu'il n'y ait pas de crise ou à ce que cette crise soit peut-être moins importante. Et en fait, bah, ça a été un travail qui a été assez important justement de revenir sur son carnet et puis de rebalayer. Et elle avait tendance à me dire, ah ouais, tiens, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et puis je disais, bah attends, tiens, regarde, on va aussi regarder, ah tiens, j'ai vu que lundi, tu m'as noté ça. Et puis jeudi, tu as noté ça. Que tiens, tu as observé ça, que là, tu as vu que tu avais pu t'arrêter au moment du goûter, que c'est pas parti en crise, etc. Et on a pris un moment pour simplement honorer les ressources, les réussites, etc. et les récapituler ensemble. Et en fait, elle est ressortie de ce rendez-vous bah, assez reboostée en fait finalement. Et moi je lui ai demandé bah, comment tu te sens à la fin de ce rendez-vous et elle se sentait plutôt bien. Et ça c'est des points d'étape qu'on fait régulièrement et puis d'accepter aussi des fois que nos patients ça va pas aller et que ça va être beaucoup plus difficile. Mais en tout cas dans ce suivi ça a été vraiment un point clé je pense pour lui permettre d'aller plus loin. Et de pouvoir déposer de plus en plus de choses et de pouvoir après passer à une autre étape qui était le travail sur les vomissements, qui est quand même une étape assez délicate. Mais ça a permis cette transition-là dans le travail. Ouais, c'est super intéressant et de voir que vraiment ça demande de s'adapter aussi et d'adapter le travail qu'on peut faire avec le journal, que finalement il y a plein de façons différentes aussi de l'utiliser. Tout à l'heure, tu parlais de défis que tu proposais à certains patients. Est-ce que tu as des exemples du coup concrets de défis comme ça que tu peux proposer via le journal de bord? Oui, alors les défis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que en gros, qu'est-ce que ça va être? Un défi, ça va être une sortie de zone de confort pour le patient, qui est pas non plus, faut pas aller vers les choses les plus anxiogènes qui soient, mais voilà, on va aller construire ensemble des défis. Et moi, je pense particulièrement à un patient qui souffre de bigorexie, donc la bigorexie, juste pour peut-être réexpliquer ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent, bah, il va y avoir une composante qui va être un peu une composante d'addiction en sport, en fait, et qu'on observe beaucoup plus chez les hommes. Et donc là, c'était un patient qui allait beaucoup à la salle de muscu, mais 4, 5, 6 fois par semaine, et puis qui en même temps, sur le plan alimentaire, éviter un certain nombre d'aliments, comme bah, tout ce qui lui, il étiquetait aliments plaisir, mais voilà, ça pouvait être les biscuits, les produits qui n'étaient pas allégés, etc., qui n'étaient pas étiquetés comme tels. Et donc, on a mis en place des défis sur deux plans. Bah, sur le plan alimentaire, en fait, ça a été de se dire, bah, tiens, quand tu fais tes courses, ce que je te propose, c'est d'inclure, quoi qu'il advienne, trois aliments que bah, ton TCA étiquette comme aliments un peu interdits. Donc, ça pouvait être, par exemple, du saucisson pour l'apéro, ça pouvait être un paquet de biscuits et ça pouvait être un pot de pâte à tartiner. Et il faisait des courses une fois par semaine et se dire, bah, tiens, ces trois aliments, ils sont à consommer dans la semaine. Et en fait, bah, voilà, il s'est saisi du truc et il a inclus effectivement ces trois aliments dans son panier de courses.
et puis après, en deuxième étape, de les consommer dans la semaine. Et de pouvoir le noter, ça va aider aussi à conscientiser un petit peu, bah tiens, le défi, et puis la réussite du défi aussi sur le plan alimentaire. Et puis après, sur le plan du sport, bah, ça a été de cadrer la pratique du sport type muscu, etc. Et de passer de 6 séances à 5 séances par semaine, etc. Et puis là, après, on en était arrivé à 3 séances par semaine d'1 heure. Et après, on a fait évoluer ça parce qu'il s'était rendu compte dans le travail que, bah, tiens, on avait fait un petit peu un travail de distinction, de tri entre l'hyperactivité physique, la musculation qui était vraiment orientée vers la recherche de performance, sculpter le corps, etc. Puis il s'était rendu compte que en fait faire une bonne partie de tennis avec des amis, bah, c'était en fait quelque chose qui lui faisait du bien, qui lui permettait de se défouler, etc. Et de pouvoir aussi observer ça. Bah tiens, le sport plaisir, le plaisir qu'il a à faire l'activité, ou au contraire la recherche de performance, et donc des fois de poser des notes aussi autour de son activité physique, et pas forcément en utilisant toujours des trackers détaillés, etc. Là, on a beaucoup utilisé plus la partie ressenti. Et donc là, il déposait beaucoup de ressentis autour de ça, et ça a été assez positif parce que ça lui a aussi permis de prendre conscience que ça induisait une grande fatigue dans le corps, son hyperactivité physique. En fait, il y avait des douleurs dans les jambes, il était fatigué, épuisé, et que quand il était plus orienté vers d'autres pratiques de sport, bah, en fait, ça allait plutôt mieux, à la fois sur le plan de la forme physique, mais sur le moral aussi. Donc voilà, donc ça, c'était une utilisation qui était assez chouette aussi avec ce patient. Très bien. C'est intéressant d'avoir des cas concrets comme ça pour mieux se rendre compte de comment ça peut être aidant pour le patient. Donc, on voit très bien à travers ces exemples que voilà, ça demande de s'adapter, d'adapter la consigne, mais que ça peut être un outil très aidant dans le suivi. Est-ce que tu aurais quand même identifié des cas, des moments où le journal de bord ne serait pas utilisé ou pourrait potentiellement être dangereux pour le patient, en tout cas ne pas être recommandé dans certaines circonstances? Est-ce que tu identifies comme ça des moments où on ne va pas le proposer? Enfin, les risques, en fait, c'est juste déjà d'avoir en tête un peu les risques que l'on peut observer. Ça peut être les risques de renforcer le contrôle. Ça va être le risque que le patient surinvestisse le carnet. Et puis après, ça peut être aussi des difficultés à s'en détacher. Et donc, moi, il m'est arrivé, par exemple, d'avoir des patients qui arrivent, premier rendez-vous, avec justement déjà des notes, avant même que je les rencontre, qu'ils ont pris sur un cahier, où ils ont tout noté dans le moindre détail, etc. Et là, je me dis, oula, ils ont déjà cette habitude de noter les choses dans le moindre détail, donc on va temporiser un petit peu. Et puis, en fait, moi, j'ai quand même assez naturellement le proposé. Euh, et ça va être plutôt dans le calibrage, en fait, que ça va être assez important voilà, de se positionner avec le patient. Et ça va être aussi de ne pas avoir peur de se détacher et de recalibrer justement l'utilisation. Parce que aussi, moi, je voudrais aussi ne pas non plus induire des peurs chez les diètes, se dire, mais il faut surtout pas que j'utilise, je risque de faire du mal à mon patient, etc. À tout moment, il est possible aussi de recalibrer son usage. Donc, s'il y a un doute trop fort, à la limite, on laisse les choses de côté, on temporise. Mais si on sent qu'il y a quand même un bénéfice pour le patient, ça peut être quand même pas mal de le proposer avec une utilisation assez épurée au départ et de l'adapter, vraiment de l'adapter séance après séance. Et on peut toujours recalibrer les choses en échangeant avec le patient. Donc, voilà, je veux pas non plus dire, ah non, non, je veux surtout pas utiliser le carnet avec quelques précautions. La flexibilité de notre part et tout, de l'écoute de notre part, ça peut très bien fonctionner. Et puis après, moi, c'est dans l'interaction que j'ai avec le patient entre les rendez-vous. Moi, ma posture, ça va être, je vais pas, par exemple, envoyer d'encouragement collectif ou des choses comme ça, ou ni même trop d'encouragement entre les rendez-vous. Pour moi, c'est vraiment un carnet de bord pour le patient entre les rendez-vous. Et les encouragements collectifs, c'est quand même, ça peut aussi induire des choses chez les patients parce que c'est des suivis qui restent très personnalisés aussi.
Et le patient, on ne sait jamais comment il va recevoir un message, même bien intentionné de notre part. Il peut le recevoir comme une tâche à accomplir, et donc du coup, ça va augmenter sa rigidité par rapport à ça, et il va se surinvestir dans une tâche à accomplir. Ou ça peut ne pas correspondre à son vécu. On peut se dire, tiens, je vais envoyer un truc super positif, etc. Mais si le patient va pas bien, bah, c'est pas forcément le truc qu'il a envie d'entendre de telle ou telle manière. Donc moi, j'évite toutes ces interactions-là. Et je privilégie vraiment les interactions en cours de rendez-vous ou le retour sur un message si le patient a une demande spécifique. Voilà. Et puis, voilà, c'est notre posture en fait qui va faire beaucoup, hein. Donc, au-delà du carnet, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le carnet qui va effectivement induire des choses chez le patient, induire un TCA. Parfois, le simple fait de donner des conseils alimentaires de la façon dont on les transmet, si c'est intériorisé comme une règle rigide de la part du patient plutôt que un repère soutenant, ça peut induire des TCA. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, tout peut induire des TCA. Donc, voilà, faut aussi un petit peu à la fois se détendre sur le sujet et se dire, bah, en fait, notre posture fait beaucoup. Donc, à partir du moment où on travaille sur notre posture, le carnet, il a tout à fait sa place. Voilà. Oui, parce que c'était une de tes premières questions, Élise, finalement. Est-ce que de proposer le journal peut renforcer un trouble ou amener un patient à développer des troubles? Et finalement, c'est pas forcément cet outil-là, c'est vraiment la façon dont on va l'amener et dont on va l'utiliser, quoi. Mm. Il faut toujours bien rester à l'écoute, je pense, c'est ça, hein, du patient. Et d'écouter ses ressentis et de pouvoir s'adapter. Et c'est pas grave si un patient ne note plus ou ne note pas comptablement dans son carnet, hein, c'est que nous, on est là pour le conseiller et pas pour lui imposer quelque chose. Ok. Ouais, et puis bon là on a orienté beaucoup l'échange autour du carnet, mais moi je n'ai pas 100% de mes patients qui utilisent le carnet et je suis complètement OK avec ça. Il y a une part aussi qui ne l'utilise pas et on peut travailler malgré tout. Donc c'est aussi garder cette souplesse-là. C'est à nous de pas non plus nous arc-bouter là-dessus et nous dire à tout prix il faut que le patient utilise son carnet. Et on peut tout à fait travailler sans aussi, pas de la même manière. C'est sûr que moi, je trouve que c'est un outil formidable qui nous permet aussi nous-mêmes d'être plus efficaces aussi dans nos suivis, mais de pas en faire une fin en soi non plus. Bah, ça permet aussi d'éviter aussi que le patient devienne rigide autour de cet outil-là. Mm. Quand tu disais justement que tous tes patients ne l'utilisent pas, est-ce que je peux me permettre une question un peu plus intime, je ne sais pas comment on peut le dire, dans le sens, est-ce que tes patients qui n'utilisent pas l'application ont un coût, enfin, payent moins cher leur consultation que ceux qui l'utilisent? Ou comment tu fais payer, entre guillemets, ton application auprès de tes patients? Alors, moi, c'est inclus, quel que soit, en tout cas, si on parle de manière très concrète, mon tarif est le même, en tout cas, que l'application soit là ou pas. C'est un outil qui est proposé, le patient le prend ou le prend pas, c'est son choix. Et après, même quand ils l'utilisent pas, ils l'ont installé, ils savent qu'ils ont ça au cas où, comme outil de communication et tout. Et moi, je pars du principe qu'en fait, moi, j'apporte une expertise au sein d'une consultation et que à partir du moment où moi, je me surinvestis pas non plus sur le carnet, parce que je sais que ça peut être pertinent pour certains diététiciens d'aller, il y en a certains qui vont proposer des accompagnements avec vraiment qui s'appuient sur le carnet à côté, où ils vont beaucoup répondre, beaucoup interagir avec le patient. Oui, là, ça peut avoir une pertinence. Moi, c'est pas la manière dont je travaille. Donc, pour moi, je l'utilise, que le patient l'utilise ou pas, c'est la même chose pour moi. Voilà. Ok. Et donc, oui, tu fais payer tes consultations à la séance, c'est Mm. ça, et avec ou pas utilisation du carnet, donc tout le monde paye le même prix, c'est ça. Ouais, c'est Ok, ça. Voilà. pas de suite. Est-ce que tu aurais, voilà, pour quelqu'un qui nous écoute, qui ne connaît pas l'application Mon Suivi Diète, quels seraient tes meilleurs conseils pour cette diététicienne-là qui voudrait se lancer dans l'aventure de Mon Suivi Diète, du journal alimentaire? Voilà, quels seraient tes conseils pour oser passer le cap? Ouais, alors déjà, même si on ressort un peu des TCA, moi je dirais que c'est de se l'approprier peut-être au départ sur des patients peut-être plus classiques et d'apprendre à l'utiliser de cette manière-là. Et puis de pas hésiter aussi d'ailleurs à l'écoute des patients pour pouvoir en adapter l'usage. Et après, si on en revient au TCA,
c'est important de se dire, bah ouais, c'est aussi important d'être formé à l'accompagnement des TCA et de favoriser un usage cohérent avec des approches adaptées. Moi, par exemple, bon, j'ai beaucoup parlé des TCC de Fairburn, du fait que, tiens, le tracking sur les sensations alimentaires dans les TCA non stabilisés est pas adapté. Et j'ai envie de le répéter à nouveau parce que, bah, moi, ça m'est arrivé de récupérer des patients euh, qui avaient eu probablement des suivis qui n'étaient pas tout à fait adaptés. Alors, est-ce que c'est des diététiciens ou pas? Pas toujours, mais en tout cas avec une focalisation sur les sensations alimentaires, et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts parce que ça amène à des dénutritions, ça amène des patients qui n'arrivent plus à se nourrir. Donc, c'est quand même important de se dire que ouais, ça demande une formation que l'on n'a pas en sortant du BTS diététique. Et puis, de pas surinvestir le carnet. Voilà, parce que comme je disais, les TCA, c'est quand même des suivis assez lourds, c'est du suivi pluridisciplinaire, c'est des patients qui nous engagent beaucoup. Et donc, il faut pas hésiter à poser un cadre clair. Et le cadre, il va dépendre de ce que chacun est prêt aussi à donner. Vous me posez la question du tarif, de toutes ces choses-là. Bah, quel est le temps que je suis prête à dédier ou pas? Et donc, quels sont les modes de communication entre les séances, les interactions entre les séances, la façon dont on va l'utiliser, etc. Ça, c'est important vraiment de jouer carte sur table avec le patient, d'être très clair. Aussi sur nos délais de réponse. Voilà. Moi, je leur dis, euh, je sais que mon suivi diète, maintenant, on peut le mettre sur le smartphone. Moi, j'ai fait le choix de le garder sur mon ordinateur professionnel. Et moi, ça me permet de dire aux patients, quand vous m'écrivez, je n'ai pas de notification. Et donc, je vous répondrai quand c'est confortable pour moi sur mon temps de travail. Voilà. Et donc, ça détend aussi le patient parce qu'il va pas culpabiliser de se dire, j'écris. Non, c'est moi qui gère. Donc, ça, c'est le cadre. Et puis, je dirais, bah, c'est à la fois après un équilibre entre se faire confiance à soi aussi et de faire confiance aux patients, de se dire que c'est un outil évolutif. Les suivis TCA, c'est des suivis longs. Moi, il y a des patients que je suis depuis un an ou plus et, euh, et faire des pauses sur le carnet, c'est OK. Te dire, il a ça dans un coin sur son téléphone et de temps en temps, il va me poser une note et puis peut-être rien écrire pendant 2 mois et on continue à se voir entre deux, c'est complètement OK. Donc, c'est vraiment hyper important aussi d'être souple par rapport à ça. Et ne pas oublier que, voilà, je disais que c'est pas une fin en soi, c'est que c'est au service de l'autonomie du patient après et de son retour vers une alimentation régulée. Et moi, je rappelle, des fois, une alimentation régulée, c'est pas une alimentation où on a le smartphone dans la poche et où on est en train de prendre des photos de ses repas. On revient dans l'instant présent et ce qu'on est en train de manger et de vivre aussi à travers l'alimentation. Et c'est ça, au final, le but d'un suivi, en fait, c'est d'amener le patient vers ça et donc d'accompagner aussi ce détachement autour de l'application. Donc voilà, donc je dirais confiance, humilité, on apprend beaucoup de nos patients et que tout ça, c'est au sein d'une relation aussi thérapeutique et personnalisée aussi. Euh, voilà, dans notre travail. Mais c'est aussi ce qui rend, je trouve, nos accompagnements très beaux et qui leur donne du sens, en fait, aussi. Voilà. Mm. Bah, merci Erika, hein, c'était vraiment hyper intéressant. Je pense que tu as apporté plein d'éclairages très spécifiques du coup au TCA par rapport à ce qu'on avait pu dire dans le premier épisode. Donc c'était hyper intéressant. On arrive à la fin de cet épisode et donc on espère bah, que ça vous a apporté un nouvel éclairage sur l'utilisation du journal alimentaire, en particulier chez ces patients donc, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Vraiment merci à toi Erika d'avoir participé à cet épisode. Je pense que c'était important d'avoir quelqu'un qui au quotidien accompagne des patients qui souffrent de TCA pour parler de sa propre expérience expérience et expertise. Donc merci. Et puis, on sent que ton approche aussi bienveillante, bah, ça nous rappelle que chaque patient est unique et mérite d'avoir une attention personnalisée. Ça, je pense que dans n'importe quel suivi, c'est important de rappeler ça aussi, que le journal alimentaire, voilà, c'est pas seulement un outil de suivi. L'idée, c'est de l'adapter au patient, d'en faire quelque chose qui soit efficace pour lui, que ça va être un moyen de travailler sa relation à la nourriture, que ça va permettre de conscientiser ses habitudes, de repérer aussi les émotions parfois qui sont associées au choix alimentaire, et puis bah, d'engager le patient vers le chemin de la guérison dans le cas des TCA.
Donc, on espère que cet épisode peut-être aura aussi changé ou en tout cas vous aura inspiré à explorer le potentiel du journal alimentaire. Si vous souhaitez suivre Erika, alors peut-être que je vais te laisser, Erika, conclure aussi et puis peut-être dire où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on peut te retrouver si certains souhaitent échanger à l'issue de cet épisode avec toi. Oui, merci Marion et merci Élise pour votre accueil et cet échange. Alors moi, on peut me retrouver notamment sur Instagram, donc Erika Fournel tout simplement, sur LinkedIn aussi. Et puis, tu évoquais aussi mon site internet et mon blog, donc c'est vrai que voilà, je partage aussi des choses en lien avec ma pratique, etc. Et comme tu l'évoquais au début, bah, j'ai une double casquette de diététicienne et instructrice de pleine conscience. Et donc, voilà, je co-enseigne un programme d'autocompassion en pleine conscience. Et bah, moi, j'ai envie de terminer là-dessus parce que je trouve que c'est un très beau programme pour les soignants et pas que. Mais moi, voilà, avant de me former à transmettre ce programme, je l'ai vécu pour moi-même il y a quelques années de ça. Et je trouve que bah, quand on accompagne des patients en grande souffrance, c'est quelque chose qui peut être vraiment soutenant pour nous, déjà, en premier lieu. Et puis après, qui peut aussi imprégner notre pratique, notre posture et tout. Et donc, voilà, j'en profite pour évoquer que il y aura un programme qui aura lieu de mi-mai à mi-juillet. Donc, les personnes qui voudraient retrouver des infos par rapport à ça peuvent aller sur mon site internet ericafournel.com. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. J'étais ravie d'être là aujourd'hui. Merci. Et du coup, pour conclure, on a beaucoup parlé de mon suivi de diète, ça s'y prêtait. Ceux qui souhaitent tester mon suivi de diète, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur le site et tester l'outil et demander une démo par la même occasion. On pourra en discuter ensemble. Et si vous souhaitez recevoir le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces, une méthode de consultation diététique qui utilise aussi le journal de bord, le carnet alimentaire, l'application Mon Suivi Diète, je vous invite à télécharger ce guide sur dièteentransition.com/réussir. Vous aurez toutes les informations aussi pour mettre ça en place dans vos consultations. Merci à toutes les deux. C'était vraiment super chouette comme échange. On a appris plein de choses. Et donc, on espère aussi pour vous qui nous écoutez, vous avez aussi pu retirer plein de choses pour vos consultations, plein de petits trucs et astuces pour aider à la prise en charge de vos patients. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cet épisode, à le partager à tous vos collègues. On se retrouve tout bientôt dans un prochain épisode entre deux patients. Ciao Erika, ciao Marion. Au revoir. Salut.